Courir pour le plaisir, pour certains, devient une réelle obsession d'optimiser chaque curseur de la performance et de la connaissance. On parle du syndrome de la bonne élève et c'est une discussion qu'on a eue avec Charlotte et une très bonne amie à nous qui s'appelle Amandine et nous avons hâte de la partager avec vous. Coucou, ça va ? Ça va très bien et toi ? Oui, très bien aussi. Bon, avant qu'on commence, je t'avoue que moi, je ne sais pas du tout ce que c'est le syndrome de la bonne élève. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Parce que je t'avoue, je suis un peu perdue par rapport à ça. En vrai, c'est vrai que c'est un nom qui est un peu particulier pour parler de quelque chose qui est en soi assez simple. Quand on parle de bon élève, c'est l'élève qui, à l'école, va chercher à avoir les meilleures notes, à connaître un peu comment fonctionnent les contrôles pour justement contrôler un peu sa connaissance et optimiser ses performances à l'école. Et le syndrome de la bonne élève, c'est quelque chose qui souvent commence à l'enfance dans le monde de l'école et de l'éducation et qui après va se transférer dans plein de domaines de la vie en général, que ce soit le travail, le personnel ou alors même les passions et le sport, ici par exemple avec le running. Donc on parlerait plutôt de personnes qui ont cherché à tout comprendre et tout optimiser, écouter tous les podcasts, regarder toutes les vidéos pour être sûr d'avoir toutes les clés en main, d'optimiser chaque petit détail comme s'ils devenaient leur propre athlète et que leur vie en dépendait. Et c'est un peu une façon pour certains de contrôler un peu quelque chose qui peut parfois être un peu incontrôlable parce que la forme, c'est pas forcément quelque chose qu'on décide en claquant des doigts, comme quand on se dit je vais réviser pendant 3 heures sur un contrôle. On sait qu'on aura au moins 3 heures de révision, mais si tu cours 3 heures, t'es pas certain d'avoir la même forme dans une semaine ou deux. Et c'est un peu une façon de pouvoir se rassurer sur ces choses-là. Ok, d'accord, je vois, ok, je comprends mieux. Et du coup, tu disais c'est quelque chose qui se manifeste à la base à l'enfance, mais en gros qui peut évoluer plus tard dans d'autres sujets de ta vie, comme par exemple tes passions, etc., où tu cherches à faire le maximum à chaque fois et à tout contrôler. Tu trouves que... toi, je commence par cette question, tu étais plutôt bonne élève quand tu étais plus petite ? Carrément, c'est vrai que j'étais toujours très bonne élève, que ce soit dans les petites années comme le lycée ou le supérieur. Je pense que je me suis un peu plus lâchée dans le supérieur, mais c'est vrai que lycée, collège, etc., j'ai toujours été dans les tops de ma classe parce que j'ai grandi avec une famille où le numéro 1 et la chose la plus importante, c'était pas forcément ce que tu fais de ta vie à l'extérieur des cours, mais plutôt les notes que tu rapportes à la maison. C'est vrai que mes parents ont beaucoup de valeur sur ça parce qu'ils ont grandi au Portugal, ils n'ont pas forcément eu la chance de faire des études, même pas du tout pour mon père, et très très peu pour ma mère. Et du coup, je pense que ce regret un peu qu'ils ont de ne pas avoir eu d'études, ils ont un peu eu inconsciemment envie de le passer à leur fille et de faire en sorte qu'elle fasse pas ces erreurs-là et que du coup ils nous ont inculqué très rapidement cette volonté de faire de nous de très bonnes élèves, qu'on ait les meilleurs résultats possibles parce que pour eux c'était le plus important. Du coup c'est quelque chose qui était très important dès le plus jeune âge pour moi parce que c'était une façon de contrôler un peu qu'est-ce que mes parents vont penser et surtout parce que au final quand on t'inculque toute ta vie que la chose à faire à ton âge, c'est d'avoir des bonnes notes, tu finis par inconsciemment rentrer ça dans ta tête que ma valeur, elle sera dans mes notes. Et je pense que c'est quelque chose que toi aussi, tu as vécu, non ? En vrai, oui, aussi. Je me retrouve pas mal dans ce que tu dis. Moi, c'était un peu là-dessus qu'on mettait beaucoup de valeur quand j'étais plus jeune aussi. Moi, c'était vraiment pas inné. Pour le coup, je devrais vraiment beaucoup travailler. C'était pas facile pour moi, mais c'est vrai que tu avais toujours un peu ce truc de comparaison de tu fais partie du top 5 de la classe, tu vois, tu ramènes une bonne note, donc tu avais un 18/20, c'était bien, tes parents étaient fiers de toi, te le montraient, et je trouvais que, à ces années-là, tu vois, moi surtout collège-lycée, après, au supérieur, c'était un petit peu différent parce que je trouve qu'ils ont moins la main dessus. Mais collège-lycée, c'est vrai que ils sont vachement fiers de toi par rapport à ça. Donc même toi, au final, tu finis par reposer ta fierté là-dessus. Et moi, j'étais quelqu'un qui essayait de faire absolument tout parfaitement. Dans le sens où, tu vois, s'il y avait un contrôle ou un truc, j'apprenais mais absolument tout par cœur. Et je récitais mon truc. Et le truc était su, mais par cœur. Et ça me demandait peut-être des heures et des heures de tout connaître. Mais j'avais un peu ce besoin... de tout faire à la perfection parce que je voulais arriver le jour J en étant sûre de moi et en étant préparée à 100% au max du max parce que je me disais il faut que ils soient fiers de moi, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Mais toi, dans l'enfance, du coup, est-ce que ça t'a mis quand même une petite pression quand même ou est-ce que c'était quand même assez sain ? Enfin, c'était comment tu t'es sentie par rapport à ça ? Non, en vrai, je pourrais pas dire que ça m'a que ça m'a affecté de la mauvaise façon parce que au final, moi, j'ai beaucoup aimé travailler beaucoup. C'était ma personnalité et j'ai toujours apprécié
être une bonne élève. Et moi, ça me dérangeait pas du tout de passer mon temps après les cours avec mes copines à apprendre, refaire des annales de bac pendant des heures. Enfin, moi, c'était vraiment un plaisir, et je pense que c'est parce que j'ai beaucoup aussi romantisé ça, de être la bonne élève, tu vois, ne serait-ce que dans les films des années 2000, souvent la petite nerd, voilà, c'est un peu souvent celle qui va être aux premières loges, et je sais pas, c'est un truc ce qui m'a jamais vraiment dérangée. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont ressenti de façon assez négative la pression qu'on pouvait leur mettre à la maison par rapport à ça, mais comme je trouvais du plaisir en fait à... Et puis c'est aussi peut-être parce que j'avais des résultats, parce que je travaillais beaucoup, certes, mais j'avais les résultats derrière, alors que quand tu te prends la pression à la maison, que tu donnes le travail et qu'au final tu n'as pas les résultats, je peux comprendre que pour certains ça peut être très difficile, mais c'est vrai que non, je l'ai pas trop mal vécu. Je pense qu'au contraire, j'ai trouvé beaucoup de confiance en moi, en cette capacité de voir que quand tu mets le travail et que tu es discipliné dans tes études, ça peut très bien payer, et non, j'ai pas ressenti ça mal. Et toi? Ok. Moi, je dirais pas que je l'ai ressenti mal non plus. En revanche, j'avais quand même un stress énorme, tu vois. Enfin, c'est vrai que j'arrivais au contrôle de match, j'étais vraiment quand même vraiment stressée. Après, je pense comme beaucoup d'élèves à cet âge-là. Mais moi, c'est vrai que tu vois, je trouve que à cet âge-là, tu as besoin d'être fort tout le temps. Et c'est comme si tu pouvais jamais un peu relâcher, parce que tu vois, tu as ce truc, encore une fois, tu as une sorte de moyenne à la fin, et si tu foires un seul truc, bah, tu vois, toute la moyenne descend et t'es en mode merde, bon, bah, tu vois, et en fait, à la fin, c'est ça qu'on regarde. Et du coup, moi, ce qui m'avait un peu mis beaucoup de pression parfois, ouais, c'était vraiment ce besoin de faire ça, mais vraiment tous mes week-ends, et d'être en pression, pas de mes parents, mais de pression que je me mettais moi-même, tu vois. Et c'était vraiment, je pense, moi-même qui me mettais ça. Après, bien sûr, tu vois, je trouve qu'il y avait quand même un moment où tu devenais un peu, tu vois, tu te voyais être irréprochable, et où il fallait vraiment être fort tout le temps, quoi. Mais du coup, pour revenir au sport aujourd'hui, est-ce que toi, tu dirais qu'aujourd'hui, ça se manifeste dans d'autres aspects de ta vie, tu vois, parce que quand tu étais jeune, bah, bien sûr, tu avais ces moyens de comparaison, ces notes, ces parents que tu rendais, tes parents que tu rendais fiers avec comment tu réussissais à l'école, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça se manifeste différemment dans d'autres domaines? Je pense pas que je dirais que j'ai ce syndrome-là de la bonne élève sur le running, parce que j'ai un vrai problème de surstimulation, et si tu me donnes trop d'informations, moi, j'arrive pas à les assimiler, ça me stresse, ça me perturbe. Et si tu me donnes trop de data à analyser, trop de choses à garder en tête, trop de trucs à faire avant, à pas faire, ça me perd complètement. Et le moins j'en sais, le mieux je me porte. Okay. Donc j'ai vraiment su ne pas transplanter ça dans le monde du running. Toi, je sais pas comment t'es avec ça. Est-ce que t'es plutôt à essayer d'analyser, optimiser les curseurs En vrai, pas tous, parce que c'est compliqué, par exemple. Mais tu vois, je sais qu'il y en a qui le font pour beaucoup de choses, que ce soit sommeil, VO2 max, fréquence cardiaque, kilomètres hebdomadaires, nombre de pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ont des montres connectées aujourd'hui. Il y a à peu près genre 93% des coureurs réguliers qui ont des montres. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, 93% des gens. Et en fait, la plupart des gens ont cette montre-là pour traquer vraiment leurs statistiques, tu vois. Ils sont vraiment en mode, ils regardent à la fin leur run, etc. Et moi, en vrai... un petit peu, mais parce que les gens m'ont un peu fait devenir comme ça, tu vois. Par exemple, on m'a dit « Ah, c'est quoi ta VO2 max ?» Moi, je savais pas ce que c'était la VO2 max, tu vois. Ouais. Et en fait, après, on te la demande, du coup, tu finis par la regarder. Après, tu comprends rapidement que le sommeil devient un truc hyper important. Donc moi, franchement, dès que je me lève le matin, même si c'est toujours mauvais, hein, mais je regarde quand même le sommeil, mais c'est... Je la porte plus, justement. C'est vraiment... Ouais, c'est pas ouf. Mais après, genre... tu vois, ça, j'arrive pas à l'optimiser, mais n'empêche que je le regarde quand même, tu vois. Cadence de pas aussi. Au début, je savais pas quelle cadence fallait avoir, tu vois. Mais maintenant, c'est vrai que vu que tu as ces données-là sous les yeux, et que moi, par exemple, je l'ai sur la montre, bah, tu finis par regarder ça et t'essayes un peu... Ouais, franchement, certaines fois, t'essayes quand même d'optimiser quand tu comprends que ça peut marcher et ça peut aller dans ton sens, tu vois. Non, clairement, non, mais je suis d'accord. C'est vrai que quand tu les as sous les yeux, bah, c'est plus simple de tomber dedans. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous ce luxe d'avoir toutes ces données-là. Et c'est pas qu'avec une montre qu'on peut avoir ce syndrome-là. Ça peut être avec n'importe quelle surconsommation de contenu, d'informations comme ça, où ça peut aussi dégénérer pour plein de personnes qui vont se monter la tête, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller autant dans la réflexion. Et un terme en parallèle de syndrome de la bonne élève, c'est l'amateur professionnel, c'est-à-dire la personne qui... est amatrice, mais qui justement va
Se comporter comme un pro. Oui, qui va penser à lui comme un pro et à tous ses données comme un professionnel. Et c'est quand j'ai entendu ce terme-là, je me suis dit, oh là là, faut absolument pas que je tombe là-dedans parce que j'ai la chance de pouvoir faire ce sport pour le plaisir sans que ça devienne obsessionnel ou que ma vie et mon argent en dépendent, etc., etc. Donc, j'ai pas envie de me mettre moi-même cette pression alors que j'ai même pas à me la mettre par rapport à d'autres personnes qui c'est leur travail. Donc, je trouve que c'est intéressant comme sujet. Toutes ces choses-là. Ouais, complètement. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est un peu un luxe d'être amateur, tu vois, parce que nous, on a la chance de... Enfin, tu vois, dans le sens où on le fait vraiment pour le plaisir et pour le bien-être. Et t'as des gens, malgré le fait, tu vois, qu'ils ont 1000 trucs à côté, tu vois, une famille, un travail à temps plein à côté, et ben ils se comportent en fait un peu comme des athlètes pros. Je pense en ayant vraiment la volonté de bien faire, tu vois, et de tout optimiser. Mais le truc, c'est que ces gens-là, tu vois, ils peuvent pas faire une sieste au milieu de l'après-midi, ils peuvent pas récupérer. Est-ce que, tu vois, ils ont la même disponibilité mentale pour s'entraîner? Et pour autant, tu vois, t'en as, mais tu vois bien qu'ils essayent de faire le maximum, d'être optimisés au max, qu'ils traquent absolument tout. Et je pense que, du coup, un peu l'inconvénient de ça, c'est que ça peut faire que tu n'es jamais satisfait de toi, tu vois, parce qu'il y aura toujours quelque chose à redire sur ces données-là. Forcément que tu peux pas toujours être à 100%. Et tu vois, ce besoin d'ultra-performance tout le temps dans un loisir, des fois, tu peux te dire, bon, est-ce que c'est vraiment si sain? Si sain et si important en soi. Après, je pense que, encore une fois, il y a plein de personnes qui le font inconsciemment, mais c'est par habitude et par volonté de contrôle, parce que c'est un peu la seule chose sur laquelle ils ont la main, et donc ça leur permet de tout simplement juste relâcher la pression et de se sentir un peu plus en contrôle de ce qui se passe, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est aussi un peu, tu vois, dans un système où on est vachement dans la progression, la discipline, un petit peu... tu vois, une éducation de tout bien faire, et tu as un peu l'impression aussi d'avoir une validation extérieure des autres quand toi, tu fais tout bien et quand tout est parfait. Et tu as des gens, ils aiment trop montrer que tout est absolument bien fait, que tout est aligné dans leur truc. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop tomber là-dedans quand tu es amateur. Je pense qu'il peut y avoir des vraies conséquences. Et aussi, tu vois, une des choses auxquelles je pense, moi, c'est les temps de récupération et les temps de repos. T'as des gens, ils sont tellement à fond tout le temps, ils veulent tellement genre faire plus, qu'en fait, ils oublient aussi de prendre le temps de se poser, de se reposer, d'avoir la récupération et le sommeil nécessaires. Et ça fait que tu te rends compte vite fait aussi que l'entraînement, le repos fait partie de l'entraînement. C'est sûr. Donc du coup, il y a une sorte de fatigue qui s'installe des fois chez ces gens-là qui s'imposent en fait beaucoup trop de choses. Je trouve qu'il parfois peut aussi... tu peux avoir aussi une grosse charge mentale par rapport à ça quand même. Non, mais c'est sûr. C'est vrai que c'est beaucoup plus prenant qu'on ne le pense. Et puis, je pense qu'on peut très rapidement tomber dedans sans s'en rendre compte, juste dans l'engouement du début ou dans l'engouement d'une prépa. D'avoir l'impression que c'est un peu la chose à faire. Ah ouais, t'es en prépa, du coup, tu regardes comment tu dors, tu regardes ce que tu manges, tu vois. Le but, c'est courir. C'est ça. Est-ce que t'as besoin d'absolument contrôler tous tes nutriments, tes heures de sommeil? En soi, c'est un autre sport, tu vois ce que je veux dire? C'est une autre catégorie de cette pratique. Je trouve que c'est pas nécessaire pour tout le monde de se prendre la tête sur ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un plaisir et c'est très bien pour eux et c'est génial. Et en vrai, tant que c'est pas malsain, chacun fait comme il l'aime. Mais c'est vrai que je trouve que l'imposer à beaucoup de gens en mode « Ah ouais, tu fais une prépa et tu regardes pas ce que tu manges ou tu regardes pas comment tu dors ou tu t'optimises pas ce truc-là. Ah ouais, tu te masses pas ou tu mets pas des trucs, ça va trop loin en soi. Le plus important, c'est est-ce que tu fais ce que tu aimes? Oui, non, tu t'entraînes, c'est cool, tu te fais pas mal, bien, ok, cool. Voilà, après, si tu as besoin d'optimiser tous ces trucs-là, ça devrait être optionnel, ça devrait pas être obsessionnel. Je suis d'accord. Et après, tu as aussi des fois ces gens-là qui pensent tout bien faire et qui essayent de tout bien faire. Et tu sais, le jour J, ça se passe pas si bien que ça. Et du coup, tu as une énorme, tu vois, parfois une énorme déception, à moitié un peu une crise identitaire du truc, alors qu'en fait, tu te rappelles que en fait, t'es amateur à la base et que tu dois pas non plus te mettre autant de pression sur ce truc-là et ça doit pas prendre une proportion aussi énorme non plus dans ta vie, en tout cas. Non, je suis d'accord. Et oui, encore une fois, je pense que c'est important de rappeler que même si aujourd'hui on a tous ces outils, tu sais, les montres, les moyens de comparaison, Strava, etc., de plus en plus d'outils où en fait tu peux traquer encore plus de choses dans ta vie, je pense que c'est important de se rappeler que tout n'a pas toujours besoin d'être parfait
et que c'est pas notre métier. Donc, tu peux pas forcément atteindre la perfection comme quelqu'un, tu vois, qui serait suivi parce que c'est son sport, optimisé à 100%. Et nous, on a cette chance de ne pas pouvoir d'avoir le droit de ne pas être parfait, en fait, dans ce sport-là, tu vois. Surtout que même les athlètes sont pas parfaits, donc nous, encore moins. Encore moins, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Et on n'est pas en train de jouer notre vie, on n'est pas en train de devoir prouver quelque chose aux autres. À des marques, à des trucs. Oui, voilà. Et en fait, tu fais les choses à ta façon, à ton rythme, et surtout comment ça te fait plaisir et comment toi, ça se cadre aussi dans ta vie en fonction des priorités que tu as dans ta vie. Et forcément, quelqu'un qui met le sport en priorité et qui est capable de dédier 99% de son temps au sport, ne peut pas avoir les mêmes exigences que quelqu'un qui va dédier 30% de sa vie, 40% de sa vie au sport et qui l'intègre de manière différente dans son quotidien. Et je trouve que c'est vraiment pas comparable. Après, le biais, encore une fois, je trouve qu'il peut être aujourd'hui au cœur de notre génération, c'est les réseaux, c'est ce travail, etc. Parce que forcément, tu te retrouves encore une fois à te comparer avec n'importe quel type de gens qui, forcément, des fois... décide pas de mettre les mêmes... tu vois, il y en a qui ont le droit de vouloir tout optimiser. En vrai, en soi, pourquoi pas. Mais du coup, faut pas culpabiliser de ça, quoi. Parce qu'on peut pas tous s'impliquer à la même hauteur du truc, je trouve. C'est sûr. Et puis, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes priorités. Voilà, et c'est qu'une question d'objectif, de point de vue, d'envie. C'est pas... Ouais. Tu vois, tu dirais pas qu'il y a un truc dans lequel, à un moment donné, t'es tombé, je sais pas, où tu te dirais... ouais, là, peut-être que ça vaut pas le coup de regarder avec autant de précision ce truc-là, tu vois. Ou alors, non, pas vraiment, t'as toujours réussi à garder du recul. Non, j'ai toujours... En vrai, je suis quand même contente de pas tomber là-dedans parce que je sais que ça peut aller très vite dans l'obsessionnel et j'ai pas du tout envie que ça devienne le cas. Mais c'est vrai que, par exemple, en affûtage, là, je regarde plus mon sommeil ou je regarde plus, tu vois, ma récupération. Mais parce que c'est un très court terme et que parce que j'ai vraiment envie de faire attention à comment je dors, par exemple. Mais le reste des mois de l'année, des semaines, je porte pas ma montre quand je dors parce que ça m'importe pas, j'ai pas besoin de savoir et je sais que je dors bien, je sais que je fais des nuits, je suis pas fatiguée quand je me réveille, j'ai pas besoin de savoir combien d'heures j'ai été en sommeil profond, en REM, enfin voilà, chacun ses façons de faire et je pense qu'il y a des personnes pour qui l'optimisation c'est un plaisir et c'est pas obsessionnel et c'est très bien pour eux, il y en a pour qui il faut faire vraiment très attention parce qu'ils ont des tendances d'addiction entre guillemets et ça peut venir justement de ce qu'on a dit avec l'enfance et ces données qui sont à portée de main, quoi. Un truc que je trouve que les gens regardent beaucoup aussi sur Strava, c'est la fréquence cardiaque, tu vois. Et un peu, t'en as qui vont carrément... Et ça, je sais pas encore quel est le bénéfice de ça, est-ce que c'est vraiment utile ou pas, mais tu vois, de plus en plus, c'est brassard cardiaque ou c'est ceinture cardiaque. Et tu sais, à un moment donné, moi-même, je me suis... Peut-être, tu vois des gens qui en portent. Et du coup, toi, en tant qu'amateur, tu te dis, bah ouais, moi aussi, en fait, j'ai envie de porter la ceinture cardiaque et le brassard cardiaque. Mais je sais même pas, en vrai, réellement, ce que ça m'apporterait. Je sais qu'il y en a qui basent beaucoup leur entraînement là-dessus et qui regardent beaucoup de choses grâce à ça. Et en vrai, why not, tu vois, genre très bien pour eux. Mais en vrai, des fois, tu te surprends à te dire, ah ouais, moi aussi, je veux ce truc-là. Mais en vrai, qu'est-ce que vraiment, tu vois, moi, ça m'apporterait en tant qu'amatrice. Enfin, tu vois, je vais pas en tirer une donnée de ouf et je vais pas en tirer plus que ça. Et limite, ça va m'apporter un stress supplémentaire et une donnée supplémentaire à regarder. Alors qu'en réalité, j'ai déjà la fréquence cardiaque sur ma montre. Et puis, enfin, tu vois, je la regarde pas à chaque sortie, même si je sais qu'il y a des gens pour qui c'est quelque chose qui regardent beaucoup parce que ça en dit aussi quand même un petit peu sur ton niveau de forme, Puis des fois, c'est aussi important parce que tu as besoin de savoir sur quelle fréquence cardiaque et sur quelle zone tu t'entraînes. Mais tu vois, pas que ça passe dans un truc obsessionnel. Et est-ce que le truc, je sais pas, mais est-ce que le truc de la ceinture cardiaque, parfois, en tant qu'amateur, c'est pas un peu... Un peu too much? Je sais pas. En vrai, il y en a sur qui ça doit se justifier, tu vois. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, je me suis surprise à vouloir ça. Et en fait, je me suis dit, en fait, non, quoi. Qu'est-ce que clairement pas. Ouais. Non, j'avoue, je trouve que avec le moins je cours, le mieux je me porte. Genre, j'ai ma montre de temps en temps, tout le temps en vrai, 99% de mes runs. Je trouve que ça me suffit. Déjà, il y a déjà beaucoup trop de données que je ne sais en faire. Donc, Mais c'est juste il y a tellement d'outils et tellement de données et il y a tellement de trucs à notre portée. Enfin, tu vois, quand tu regardes sur les applications Coros ou Garmin,
qui sont ultra détaillés. Ouais. Et même Strava, tu as tellement de choses à ta disponibilité. Ils font même des petites comparaisons. Des fois, tu sais, Strava, ils font un petit récupération forme actuelle et tu peux un peu traquer ta forme. Ah ouais? Ouais. Oh. Et même Garmin, tu sais, je crois, moi, j'ai pas cette fonctionnalité, mais quand tu cours, il te dit ta forme. Donc, il te dit +1 de forme, +2, Oh my plus 5, god. ou À moins chaque 10. fin de run? Ouais, et moi, mes frères et mon copain, ils regardent ça tout le temps. Ils sont là, oh putain, +5, tu vois. Genre, il y a des commentaires comme ça. Et j'avoue, moi, j'ai pas ce truc-là. Mais tu vois, tu commences à un peu. Je pense que quand tu commences à suivre vraiment ce truc-là, ben forcément, tu te trouves un peu cool quand t'as +1. Par contre, quand t'as -10, là, c'est chaud. Mais du coup, ouais, c'est quand même des outils que des fois, tu regardes. Et je trouve que, bon, très bien si ça convient à certains, mais Ouais. faut pas non plus être dans un truc Faut obsessionnel. pas culpabiliser parce qu'on le fait pas, quoi. Ouais, et je pense que des fois, le -10 Garmin, il fait un peu mal à certains, je pense. Enfin, moi, d'après ce que je vois de déjà, l'extérieur, j'ai ouais. pas le truc, mais... aussi extrême sur Coros, mais Ouais. c'est vrai que ils disent, tu sais, à quel niveau t'es dans ton truc de... Je sais même pas comment ça s'appelle. Mais t'as tu sais, ton aiguille Oui. de running forme, je sais pas quoi. Ouais. Et puis des fois, il dit, ah, t'as +0,1. Tu vois, c'est pas autant que +5, +10. Mais la dernière fois, il m'avait dit genre -0,1. Ouais. Et genre, il m'avait enlevé un peu de ma fréquence d'endurance. J'étais en mode, ah, ok, je le prends super mal. Mais c'était rien, tu vois, genre, c'est un centième de seconde. Ouais. Genre, ok, vas-y. Non, en vrai, il donne tellement d'infos. Enfin, en vrai, Garmin, il donne tellement d'infos. Mais surtout que je l'ai pas demandé cette information. Ouais, vraiment. Tranquille, genre, comment ça, j'ai -1. Oui, c'est clair. Mais non, oui. Bon, on a Ok. quand même de la chance de pas avoir à traquer tout ça et c'est pour ça que on ramène Amandine aujourd'hui pour Oui. avoir son opinion. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait faire la comparaison en fait avec une sportive de haut niveau et du coup avec Amandine qui est une très bonne copine à moi, qui est cycliste professionnelle. Et je pense que le fait de faire une comparaison avec une sportive de haut niveau, ça peut nous permettre de prendre du recul et de remettre les choses en perspective et de comprendre aussi un peu cette différence entre quelqu'un dont c'est le métier vraiment et dont c'est sa vie, avec nous qui sommes vraiment amatrices, et donc de faire la différence entre la performance, le métier et le plaisir, quoi. Du coup, coucou Amandine, ça va ? Ça va et vous ? Très bien, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour savoir ce que tu fais, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Eh ben moi, c'est Amandine Fouquenet, j'ai 24 ans. Je suis cycliste professionnelle depuis 6 ans dans l'équipe Arkea BNB Hotel. Et je suis l'actuelle championne de France de cyclocross. Et du coup, je fais aussi du cyclisme sur route à côté. Ok, trop cool. Incroyable. Trop contente de t'avoir parmi nous. Amandine, merci d'avoir pris de ton temps parce que ça va être très précieux pour toi, la façon dont tu l'utilises. Mais merci beaucoup de nous donner un peu une introspection de ta vie, nous parler un peu de ce qu'est ton quotidien pour qu'on puisse nous bien arrêter de regarder nos -0,1 qui ne servent à rien comparé à toi. Donc merci encore et hâte de parler un peu plus de ton quotidien, quoi. Oui. Du coup, Amandine, moi, je me dis, on a quand même grandi ensemble dans un plus ou moins le même bled en Bretagne, et on a été au collège ensemble, au lycée, etc. Et c'est vrai que, du coup, aujourd'hui, je me rends compte qu'on a quand même eu... Enfin, je me suis toujours rendu compte, mais on avait une vie très différente parce que toi, tu as commencé le vélo très tôt. C'est depuis quand, à peu près, que le vélo est vraiment dans ta vie et que tu le pratiques vraiment, tu vois, vraiment beaucoup ? En fait, j'ai commencé déjà le vélo à l'âge de 7 ans. Et après, quand j'étais au collège, je partais presque tous les week-ends sur les compétitions. Donc, c'est sûr que c'est un calendrier qui est assez compliqué déjà en étant au collège parce que tu peux pas trop travailler tes leçons le week-end. C'est assez compliqué. Et j'étais pas non plus la meilleure élève et j'avais pas de facilité à l'école. Donc, fallait vraiment que tout mon temps à l'école, vraiment, je travaille. Les heures de perm au collège, t'as pas le choix de bosser, c'est pas comme au lycée, mais vraiment, j'utilisais tout le temps scolaire au maximum. Et après, les week-ends, c'était le samedi, s'il n'y avait pas de compétition, entraînement avec le club. Et après, s'il y avait compétition, je partais le samedi et je rentrais le dimanche. Donc, c'était aussi déjà assez fatigant à cet âge-là parce que moi, j'étais en Pays de la Loire à ce moment-là, mais du coup, faut traverser l'Ouest, quoi. Donc, c'était déjà fatigant à cet âge-là. Ouais, t'avais un rythme de vie en fait hyper intense, et je pense que là, nous, on faisait autre chose au collège. Toi, t'avais vraiment deux vies. Enfin, t'avais vraiment la vie aussi du vélo qui te prenait énormément de temps. Ouais, ça me prenait énormément de temps. Après, ça demandait pas autant d'entraînement que j'en fais aussi maintenant, mais ouais, c'était aussi, je pense,
se couper un petit peu aussi de ma jeunesse. J'ai pas profité des sorties. C'est vrai que du coup, je m'étais aussi un petit peu éloignée du groupe. Et ça, au début, quand tu veux tout faire pour passer professionnel, c'est pas dérangeant, je pense. Et ça m'a vraiment pas dérangé de pas sortir, etc. Mais à un moment, c'est vrai que j'ai ressenti un peu ce manque de pas avoir d'amis presque, en fait, parce que tu te coupes de tout le monde, quoi. Et parce que tu as fait beaucoup de sacrifices quoi, pour en arriver là, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu te coupes de tes amis, mais aussi de ta famille, parce que tu peux pas aller aux anniversaires, parce que tu es parti en compétition. Donc, non, c'est... Quand ça fonctionne et que tu as des résultats, c'est satisfaisant, mais des fois, voilà, t'es tout seul aussi. Même si j'ai mes parents qui m'ont toujours soutenue, ça peut être difficile de temps en temps, quoi. C'est sûr. Ouais. Non, ouais, ça doit être une vraie pression, je pense, à cet âge-là, de se dire, je pense que, après, moi, j'y connais absolument rien au monde du cyclisme, même en soi de n'importe quel sport professionnel. J'ai très peu de notions de ce qu'il faut pour être professionnel, mais j'imagine que ça doit être énorme. Mais c'est vrai que on doit beaucoup te répéter que ça se joue maintenant, qu'il faut dès maintenant mettre le travail. Je pense que à cet âge-là, ça devait pas être facile de devoir entendre ces discours-là. Et en fait, le truc, c'est que le cyclisme féminin n'était pas autant développé non plus. Du coup, c'est vrai que le vélo, je faisais vraiment pour le plaisir et j'aurais jamais pensé un jour pouvoir être cycliste professionnelle parce que déjà, j'étais dans le VTT et dans le VTT, c'était pas encore développé. Et il y en a que quelques-unes maintenant qui peuvent en vivre. Mais le cyclisme sur route, ouais, s'est développé beaucoup plus tard. Et finalement, un jour, quand on m'a proposé d'aller sur la route, et j'ai gagné ma première course sur route, et après, forcément, ça m'a donné envie de continuer. Mais ouais, je pensais pas vraiment être professionnelle, donc c'était vraiment que du plaisir. Trop cool. Mais c'est sûr que maintenant, c'est pas le même plaisir, en fait. Je vais au travail et ouais, il y a aussi une certaine forme de pression parce que on a des comptes à rendre aussi à notre employeur et ouais, là, la pression, elle est pas la même qu'étant plus jeune, quoi. Voilà. Parce que là, du coup, tu es employé, entre guillemets, par tes sponsors. Alors nous, ça peut être différent de la course à pied parce que la course à pied, généralement, c'est une marque qui sponsorise un coureur et nous, dans le vélo, on est une équipe entière et on a des contrats de travail à l'année, quoi. Ok. Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, oui, dans ta vie, le vélo, c'est 100% ta vie, c'est ton métier et tu es au quotidien, tu vois, c'est ton truc au quotidien. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais du coup que, ouais, j'imagine la pression est différente parce que c'est vraiment ton métier, mais est-ce que en termes d'investissement, toi aussi, tu fais beaucoup plus attention, j'imagine, que quand tu étais plus jeune. Est-ce que tout est vraiment très cadré et très millimétré? Comment ça ressemble à quoi un peu aujourd'hui ta vie de sportive pro? Alors oui, c'est sûr que déjà, on va dire, les journées se ressemblent énormément. Le matin, tu te lèves, tu manges, tu te laves, tu vas faire du vélo et tu manges, tu te laves et puis après, t'as pas grand-chose à faire. Après, c'est juste que les séances varient en temps et aussi en qualité, on va dire. Mhm. Mais après, grosso modo, c'est toujours les mêmes journées, repos l'après-midi et puis le soir, tu remanges et tu te couches. Donc, c'est assez répétitif. Mais après, ouais, avant, j'avais pas des entraînements aussi structurés. Enfin, j'allais vraiment juste aux entraînements du club et tu retrouvais les copains aussi. Donc là, c'était sympa. Là, je m'entraîne toute seule ou alors avec 2-3 personnes qui sont par chez moi. Donc ouais, voilà, c'est complètement différent. Ok, je vois. Et toi, est-ce que, on parlait tout à l'heure avec Océane un peu de nous, comment on traque nos données en tant qu'amateur et qu'est-ce qu'on regarde. Mais toi, j'imagine que c'est un niveau vraiment supérieur par rapport à nous et que tu dois quand même vachement optimiser parce que dans le vélo, à mon avis, c'est aussi très, très millimétré. Est-ce que toi, il y a des données particulières que tu regardes? Est-ce que tu fais attention? Est-ce que chaque entraînement t'analyse après ce que tu fais? Est-ce que tu dois rendre des comptes à ton coach? Comment tu fonctionnes un peu? Alors en fait, nous avec l'équipe, on a une plateforme d'entraînement où est-ce que le coach met les entraînements sur cette plateforme et du coup après, nous, on travaille beaucoup avec les watts. Okay. Donc c'est-à-dire qu'on a une zone à respecter. La fréquence cardiaque, on l'utilisait beaucoup plus avant
mais on a vu qu'il pouvait avoir une différence entre les deux, parce que le cœur, quand tu es fatigué, il peut plus monter des fois ou pas du tout monter. Donc, on utilise plus les watts. Et c'est vrai que je suis pas très chiffre, alors je me base pas trop dessus. Après, j'utilise la Whoop. Comment dire, à un moment, j'étais assez focalisée dessus. Elle te dit, quand tu es au-dessus de 68%, tu es dans le vert, et sinon, tu es dans le jaune. Donc là, déjà, tu te dis, purée, avant la course, si tu vois ça, ça peut te miner le moral un peu. Mais j'ai réussi un peu à me détacher de ça, parce que je voyais, par exemple, qu'avoir une course assez importante, je pouvais stresser. Et du coup, ça faisait augmenter ma fréquence cardiaque. Et finalement, les données n'étaient pas très bonnes. Donc, j'ai réussi un petit peu à me détacher de ça et à passer au-dessus, parce que ça peut te mettre un stress supplémentaire. Tu vas te dire, avant la course, je suis pas très bien, alors que finalement, tu es super. Et donc, non, j'essaye de m'enlever un peu ces chiffres, même si des fois, par exemple, tu vas être dans le vert, tu vas te dire, oh génial, aujourd'hui, je vais être super forte. Mais juste pour expliquer aux gens qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la Whoop? Parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas. La Whoop, c'est une montre connectée un peu, on va dire. Mais un peu plus, quoi, premium par rapport à... Tu te prends vraiment que ta fréquence cardiaque. Si je fais une sortie de vélo, elle va pas me dire combien de kilomètres j'ai fait, ou si je fais une séance de course à pied non plus. Ça va me dire, ça va surtout regarder la fréquence cardiaque au repos et en activité. Et ça analyse le sommeil, etc. Et donc, ça te donne un score, c'est ça que t'expliquais, ça, avec dans le vert, dans le jaune. Voilà. Ok. Et en fonction, après, c'est des calculs que la base de données de Whoop fait. Et, après, c'est en fonction de chaque coureur, hein, parce que si j'ai une fréquence cardiaque au repos plus basse que toi, ça va pas nous donner les mêmes données, etc. Mais voilà, du coup, j'essaye de m'enlever un peu de tous ces chiffres qui moi, des fois, auraient pu me perturber. Et puis, pareil, des fois, je pense que c'est bien d'avoir aussi un ressenti, parce que, par exemple, des fois, justement, ma montre peut me dire que j'ai bien récupéré, mais finalement, des fois, physiquement, je sens que ça va pas, quoi. Donc, j'en discute justement avec mon coach, parce que je pense que les chiffres, c'est bien, ça peut aider, mais des fois, il faut savoir aussi s'en détacher, parce que c'est sûr que pendant des périodes d'entraînement, quand tu vas préparer un certain objectif, tu vas être fatigué, mais ça, c'est une charge normale de travail. Mais des fois, quand tu es censé récupérer et que là, ça va pas, il faut savoir le dire et puis s'écouter aussi, quoi. Et dans ton équipe, ou même dans ton entourage, pas forcément dans ton équipe, mais qui est professionnelle, est-ce tu connais des gens à qui on impose de regarder, ou est-ce qu'on vous impose pas tout le temps de regarder, ou pas du tout de regarder? Enfin, c'est quoi les normes un peu? Non, je pense que c'est vraiment nos coachs qui analysent. Analysent. Mais après, je pense que ça dépend peut-être des certaines filles. J'avoue que j'en ai pas trop discuté avec elles, mais des fois, c'est sûr que ça rassure de faire des bons tests, etc. Mais par exemple, dans le vélo, si on ne sait pas bien se placer dans le peloton et que tu as des chiffres de ouf, mais en fait, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, parce que si tu n'es pas placé et qu'il y a une fille forte qui sort, et tu vas pas la récupérer, et ça sert à rien, quoi, d'avoir juste des bons chiffres, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, ok. Et est-ce que, moi je me demandais, vous, avec les filles, du coup, certes c'est un sport individuel, ton sport, mais on comprend que ça peut être un sport d'équipe aussi, parce que du coup, sur route, t'es vachement avec les filles. Est-ce qu'il y a aussi parfois, du coup, un peu une comparaison entre vous par rapport à ces données, par rapport aux chiffres, etc. Ou est-ce que tout le monde a un peu un rôle différent aussi dans l'équipe, et vous arrivez à pas être trop en comparaison? Non, justement, comme tu le disais, le vélo, c'est un sport... le cyclisme sur route, c'est un sport d'équipe. Du coup, je pense qu'on arrive aussi à avoir en tête que chaque fille est importante pour quelque chose dans cette course. Donc, les données, déjà, par exemple, par rapport au watt, ne veulent pas dire quelque chose, parce que le poids rentre en compte. Du coup, ça fait la force, etc., des filles, et on a des profils totalement différents. Donc, non, vraiment, on ne se base pas sur nos chiffres entre nous, et on ne se met pas une certaine concurrence avec ça, mais les coachs, eux, l'utilisent quand même pour voir... où t'en es, quoi. Ouais, où voilà. t'en es, ok. Est-ce que tu ressens une pression, des fois, par rapport à toi-même sur ce genre de données? Est-ce que ton coach, il te fait des retours sur ce qu'il lit, ou tu veux pas savoir? En fait, le truc, c'est que je regarde aussi la plateforme d'entraînement, et par exemple, si tu vas faire
un record de watts, ça va te mettre une petite médaille et tout. Du coup, des fois, après les courses, tu regardes parce que tu as envie de voir si tu as été forte ou pas trop, tu vois. Donc, des fois, en fait, c'est plus que... Je pense pas que c'est une pression, mais tu es vraiment satisfait, en fait, quand tu as battu un record, quoi. Ouais. Mais, ouais, non, je pense pas avoir de pression sur ça. Mais par contre, c'est sûr que sur certains entraînements, j'ai vraiment envie de bien faire. Du coup, avant de commencer un exercice, des fois, je vais dire, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Et là, des fois, je vais me mettre une certaine pression. Mais plus à l'entraînement, des fois. Ouais. Ok. Et ça dure... parce que toi, c'est des saisons que tu as, c'est ça? Ouais. Ça fonctionne comment ton année? C'est structuré comment? Généralement, de mars à septembre. Enfin, non, du coup, là, août, je fais ma saison de route. Et de octobre à février, je suis en saison de cyclocross. Ok. Et tu as des entraînements, et après tu as des courses, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, généralement, la semaine, c'est entraînement et le week-end, c'est course. Et à part certaines fois où il y a des courses qui durent une semaine et bon, du coup... C'est différent. Ouais. Ok, ça marche. Donc ça doit être, c'est vraiment genre toutes les semaines, tu dois avoir ces données-là et tu dois être un peu régulière sur ces trucs-là, quoi. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Du coup, c'est sur le pédalier que là, on a le capteur de puissance qui est intégré dedans. Du coup, toutes les données. Et puis, bah, comme tu disais tout à l'heure, on a aussi une ceinture cardiaque qu'on met tout le temps. Et en fait, c'est une norme pour nous en fait de partir avec ça sur nous en fait. Est-ce que tu aimerais bien des fois... Enfin, ça t'est déjà arrivé d'aller faire du vélo sans rien? Sans capteur, non. Mais sur la ceinture, des fois, s'il n'y a pas de batterie, ouais. Mais en fait, c'est bizarre, je me sens un peu perdue quand même parce que j'ai besoin d'avoir juste les données pour, pas pour moi, mais juste pour être rassurée d'avoir certaines choses, pour des fois jeter un coup d'œil quand même. Ok. Et en vrai, est-ce que, enfin, tu vois, on sait que le sport de haut niveau, c'est quand même très dur mentalement, que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui commencent très jeunes, bah, comme toi, et qui font des choses en parallèle, et c'est quand même, enfin, c'est une grosse charge mentale. Est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce que toi, tu connais des gens autour de toi qui ont déjà craqué mentalement, et si oui, est-ce que tu penses que des fois, ça peut être un peu normal parce qu'on te pousse quand même parfois à certaines périodes de ta vie vraiment à fond dans le vélo? Je pense que, sans rien trop cacher, mon copain, il a eu un peu ça sur le fait que on parle beaucoup de poids, surtout en France, j'ai l'impression. Et en fait, ça te pousse toujours à aller plus loin et tu fais toujours beaucoup de choses. Et finalement, tu te mets une pression et tu n'arrives pas à atteindre la chose que tu te dis. Et en fait, ça te fait péter un câble, clairement. Ouais. Et c'est un peu ce qui lui est arrivé. Et du coup, il a aussi arrêté le vélo à cause de ça parce que voilà, il n'arrivait pas à atteindre son objectif et mentalement, c'était difficile. Après, maintenant, moi, personnellement, je sais que là, je travaille avec une prépa mentale parce que dans le sport, je pense que maintenant, il faut vraiment tout optimiser si tu veux performer. Et en essayant d'avoir certains outils, ça peut t'aider à être meilleur. Et ouais, j'ai pas non plus envie de tomber dans l'excès. Donc, ouais, j'essaie de travailler sur mon mental aussi. Ok. Et du coup, ok, toi, t'expliquais ça par rapport à ton copain, mais toi, par exemple, ça t'est déjà arrivé, tu vois, d'arriver à un moment dans ta vie où c'était trop et où t'as eu envie de tout lâcher, ou est-ce que t'as toujours réussi à garder une balance et un équilibre quand même? Non, je pense que dans les moments difficiles, des fois, tu as un peu envie de tout lâcher parce que quand tu fais tout bien et que tu n'as pas forcément cette réussite au bout, tu te dis à quoi bon. Ouais. Mais après, je pense que j'ai aussi cette âme de compétitrice et je me dis, je me ressaisis, j'arrive à me ressaisir assez vite. Mais dans ces moments où tu n'es vraiment pas bien, c'est assez compliqué et tu as quand même envie de tout lâcher. Ouais. Ouais. Et après, peut-être aussi que toi, tu es bien entourée et ça te permet aussi de garder une balance dans ta vie et tu as des gens qui sont autour de toi pour t'aider à être au meilleur niveau, quoi. Ouais, c'est ça. L'entourage, j'ai toujours, mes parents m'ont vraiment été toujours autour de moi et c'est sûr que ça m'a boosté et ça m'a aidé. Et après, je pense que je vais pas mentir que c'est aussi beau de pouvoir vivre de sa passion. Donc, faut aussi relativiser. Et tant que je pourrais vivre de ma passion, je m'y donnerai le maximum. Tout le monde a des contraintes dans son métier. Et voilà, j'en ai aussi, mais ouais. T'es consciente de la chance que t'as, quoi. Voilà, c'est ça. Ça t'est jamais arrivé d'envier des cyclistes ou des non-professionnels et de dire « Ah ouais, j'aimerais trop pouvoir avoir leur liberté de faire ce qu'ils veulent », entre guillemets
sans avoir à rendre des comptes ou moi-même me mettre la pression, quoi. Je pense que en tant que sportive, j'aurai le temps après. Ouais. J'aime aussi la course à pied et je verrai si j'aurai toujours cette envie d'âme de compétitrice. Mais je pense que, en tout cas, me mettre moins de pression, je saurais le faire parce que le sport de haut niveau, c'est vraiment différent. Je pense que j'aimerais vraiment faire du sport plaisir ensuite, quoi. Ouais. Mais par exemple, si toi, tu vas faire une sortie le dimanche matin avec des copains à toi qui roulent avec toi d'habitude, est-ce que dans ces moments-là, tu arrives à genre vraiment totalement décrocher et être en plaisir total? Ou est-ce qu'il y a toujours une partie de toi à la fin qui est un peu en mode en train de calculer à la fin ce que tu as fait sur ta séance? Est-ce que tu regardes un peu les données que tu as fait? Ou est-ce que tu arrives des fois des moments à juste faire ta séance et totalement décrocher de tout? Alors, des fois, c'est drôle parce que justement, quand je vais rouler avec eux, je dis « Ah, bah vous faites du vélo plaisir, moi je suis en train de travailler le dimanche. » Mais quand j'ai des exercices, bah, c'est sûr que c'est assez difficile de décrocher, mais si j'ai une sortie d'endurance, non, j'arrive vraiment à décrocher et aussi prendre du plaisir parce que bah, voilà, tu es avec les copains et ça sort aussi du cadre professionnel. Ok, ouais, c'est cool de pouvoir, j'imagine, être avec des gens aussi dont ce n'est pas le métier et finalement vous pouvez être ensemble sur une sortie un peu plus plaisir. Et c'est cool que tu puisses avoir Ouais, ces carrément. Et moments-là. puis en fait, j'arrive aussi à me sortir aussi un peu de la bulle et de me dire qu'en fait, on discute d'autres choses que du vélo aussi et ça fait du bien, quoi, parce que tout le temps parler de vélo. Ouais. Et tu as le droit de faire des entraînements, de faire des sorties vélo, parce que tu as envie de faire une sortie vélo qui n'est pas dans ton programme? J'ai pas très envie. Ça, c'est une contrainte. Ouais, non, ouais, je préférerais aller faire un autre sport Parce que faire ça. Ok, parce que du coup, des fois, tu as des journées off dans ta semaine où tu as vraiment zéro vélo, quoi. Ouais, généralement, j'ai une journée off dans la semaine. Ok. Et cette journée-là, tu arrives vraiment à décrocher mentalement et à te poser tranquille sans penser vélo, quoi. Sans penser vélo, je sais pas. Mais ouais, non, une journée vraiment sans vélo, ça fait vraiment le plus grand bien. Et puis généralement, c'est carrément pas du tout de sport parce que je préfère faire une journée où, par exemple, je fais de la course à pied et du vélo que faire la course à pied sur mon jour de off, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. Toi, aujourd'hui, tu dois voir beaucoup d'amateurs en course à pied, en vélo. Tu disais les gens avec qui tu roules aussi, j'imagine, qui parfois essayent aussi d'un peu d'être performants, qui se mettent parfois beaucoup de pression sur des chronos, des statistiques, des courses. Est-ce que toi, quand tu les regardes, tu trouves ça quand même sain ou est-ce que tu te dis que c'est normal ou est-ce que c'est ridicule? Est-ce que c'est quoi ta vision par rapport à ces gens-là qui essayent d'être ultra optimisés J'ai envie de dire qu'en tant que compétitrice, je peux vraiment comprendre aussi ce fait de vouloir aller chercher un résultat, etc. Mais après, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas non plus être déçu parce qu'en fait, je pense que qu'est-ce qui est vraiment le plus beau des fois? Est-ce que c'est pas la préparation ou c'est le résultat? Des fois, je pense que, par exemple, quand ma sœur elle a fait le marathon, en vrai, j'avais envie de dire, peu importe le temps qu'elle a fait, en fait, des fois, je pense que c'est une certaine histoire aussi qu'il y a derrière une préparation. Et ça, des fois, je trouve ça assez beau de s'être dépassé, de trouver ta voie. Et ouais, non, en vrai, je trouve que je peux comprendre les gens qui se mettent une certaine pression et qui veulent vraiment bien faire. Mais je trouve que le but, c'est vraiment, waouh, j'ai fini cette course, j'ai fini le marathon, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et ouais, non, je pense que je peux comprendre, mais je pense qu'il faut savoir aussi décompresser d'une certaine pression pour un résultat, quoi. Ouais, c'est ça. Ou un temps. Parce que toi, à l'inverse, pour le coup, c'est vrai que tu peux peut-être moins te dire la préparation est aussi belle que la course. Parce qu'en fait, à la course, comme tu disais, tu as un peu des comptes à rendre et tu as ton coach qui attend, j'imagine, des choses de toi, tes coéquipières, etc. Donc toi, en fait, le jour J, c'est limite aussi des fois celui qui compte le plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est plus que tu te dis que quand tu as réussi l'objectif, là, tu te dis, ouais, j'ai fait tout ça pour ça. Ok. Mais ouais, la préparation, des fois, c'est pas tout drôle non plus. Hein. Mais après, je pense que pour les amateurs non plus, c'est pas toujours drôle. Quand il faut se motiver après le travail, etc., c'est pas facile. Mais je pense que justement, avec toutes les contraintes qui sont mises avant l'objectif, je pense qu'il faut se dire, bah voilà, je peux être fière de ce que j'ai fait avec toutes les contraintes que j'ai eues aussi face à moi, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est ta whoop, là?
Oui. Je viens de remarquer. C'est ça la whoop. Waouh, ok. Très stylé. Je trouve, des fois, je vois des amateurs avec Ouais. ça aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus aussi mis à disposition des gens. Comme on disait, il y a de plus en plus d'outils aujourd'hui et de Ça manières me- de calculer, quoi. Ça me fait penser, j'avais vu passer un truc de gens qui vont à la pharmacie acheter le truc de ceux qui ont des problèmes, tu sais, des pics de glucides là. Ah oui, les diabétiques. Ouais, Ouais. et ben, ils vont acheter les kits pour les diabétiques pour contrôler leurs glucides, Ah ouais. alors qu'ils sont amateurs et qu'ils n'ont pas de problème de glucides, hein. Ah Pas ouais, de problème c'est vrai. de diabète. Et Putain, je savais pas ça. ils vont mesurer leur truc parce que ils veulent, tu vois. Ça, c'est Bah, je sais qu'à un moment dans le cyclisme aussi, ça s'est fait. C'est pour voir un peu comment ton corps réagit quand tu ingères des glucides et pour voir comment est-ce qu'en fait ton pic et en fait après comme ça tu sais quoi manger, à quel moment dans la course, etc. Ok. Je pense que c'est pareil aussi en course à pied, il y en a qui utilisent sûrement ça aussi. Mais oui, c'est dingue d'aller chercher des fois des trucs sont pas que des pour gens toi, ont besoin pour... ouais. ouais, ça c'est fou. En tout cas, Ouais. merci beaucoup. Ouais, ça nous fait Amandine. remettre en question beaucoup de choses et quand on y pense, c'est deux mondes totalement différents. Je Totalement sais pas si différents. t'es d'accord. Ça devait tellement remettre dans le contexte que bah toi t'es là pour le plaisir quoi. C'est pas Ouais, ton c'est taf, ça. Et t'as pas à rendre de compte à la fin qui que à ce soit. personne et qu'il y a une vraie différence entre le haut niveau finalement et le sport amateur, quoi. Je pense qu'il faut aussi, nous, enfin les amateurs, quand je dis nous, je dis les amateurs de manière générale, ne pas non plus chercher l'excellence, être parfait à chaque fois parce que tu te rends compte que tu vis C'est un pas luxe. de ça non plus, ouais, et que tu as le droit de courir juste pour te vider la tête, respirer et que ça n'a pas besoin d'être une quête de performance H24, quoi. Mais juste une dernière question, Amandine, toi du coup, un jour t'aimerais bien aussi peut-être retrouver le plaisir, tu vois, de rouler sans compète, ou est-ce que tu penses que plus tard, par exemple quand la carrière de vélo sera peut-être terminée, est-ce que tu penses que tu rouleras quand même pour le plaisir, ou est-ce que tu penses que du coup le vélo tu l'as grave associé à la compète? Je pense, j'espère pas me tromper, mais j'espère en tout cas réussir à faire du vélo vraiment pour le plaisir. Et je pense qu'après, j'aimerais vraiment me tourner plus vers la course à pied parce que c'est aussi quelque chose qui, par rapport au vélo, demande quand même moins de temps. Ok. Mais j'ai aussi envie de découvrir un nouveau domaine, mais en prenant aussi du plaisir. Après, je ne garantis pas que peut-être avec mon âme de compétitrice, je vais vouloir aller chercher certaines choses, mais en tout cas, non, je pense qu'avec le vélo, j'arriverai à me détacher en ayant quand même vécu de belles choses et fermer la page comme ça, quoi. Ouais, ok. On te retrouvera dans quelques années. Oui. On ira rouler ensemble quoi. Trop bien. Merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup, c'était un plaisir. C'était vraiment trop sympa et très pertinent. Oui, merci beaucoup. Pour conclure, je pense que... On peut dire qu'on a une chance et que c'est un luxe de pouvoir faire notre amateur. sport pour le plaisir et qu'on ne doit pas se mettre la pression pour certaines choses et que ça ne doit pas non plus aller au-delà d'une certaine limite et qu'on doit se rappeler qu'on fait ça pour notre bien-être, pour notre plaisir. pas de culpabilisation à avoir tant qu'on fait ce qu'on aime. Exactement. Voilà. Parce que si c'est pas parfait, c'est quand même fait. Oui. Voilà. Merci beaucoup Amandine. Merci Amandine. C'est vraiment trop cool de t'avoir. Merci à vous d'avoir écouté cette discussion et d'avoir été avec nous pour ce podcast. On se retrouve le mois prochain. Bisous.